Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, on va parler d'écoute et en particulier d'écoute quand on n'est pas d'accord. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des difficultés à écouter ce que vous dit votre enfant parce que justement vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit et que vous avez l'impression que si vous vous contentiez d'écouter sans dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est comme si vous approuviez ce qu'il est en train de vous dire et c'est absolument pas le message que vous voulez lui faire passer. D'une part parce que vous avez envie de lui faire passer votre propre message, d'autre part parce que parfois ça va même à l'encontre de ce en quoi vous croyez, de ce qui est important, presque de vos valeurs. Si ça vous arrive, alors écoutez bien ça, parce qu'il y a un message que je voudrais vous faire passer, c'est justement le fait que écouter, ça peut être fait même quand on n'est pas d'accord. Comment ça marche et pourquoi? Alors, déjà, pourquoi on parle d'écoute et pourquoi je vous parle régulièrement d'écoute? Parce que l'écoute, c'est absolument fondamental dans les relations entre tous les êtres humains et en particulier dans la parentalité. C'est fondamental parce que c'est l'écoute qui est le plus source de lien. C'est ce qui fait qu'on est en connexion l'un avec l'autre. C'est que je t'écoute, tu m'écoutes et comme ça, on sait un petit peu ce que l'autre vit, on reste proche, on est en lien. Or, vous le savez, un des grands principes de l'éducation bienveillante, de l'éducation positive, c'est de se connecter avant de corriger ou de se connecter avant d'attendre la coopération. C'est un principe qui est vrai en fait dans toute relation humaine. Bien sûr, si vous vous sentez en lien avec votre manager au travail, vous aurez beaucoup plus envie de coopérer. Et si au contraire vous vous sentez en conflit avec cette personne-là, bah, ça vous met plutôt dans la réserve, dans la retenue. Donc, une des choses importantes avec nos enfants, si on veut obtenir la coopération, c'est d'être en lien avec eux. Et à la fois, en fait, ce lien, c'est l'objectif et le début et la fin. Le début parce que, comme je viens de le dire, pour pouvoir avoir de la coopération dans la maison, il faut qu'on commence par chercher le lien, par connecter d'abord, mais aussi la fin, parce que en fait, en réalité, encore plus que de la coopération dans la maison, ce qu'on veut, c'est justement être proche de nos enfants, n'est-ce pas? Parce que fondamentalement, même si régulièrement on s'énerve pour certaines de leurs attitudes, nos enfants, on les aime et on cherche à garder une certaine complicité avec eux, non seulement quand ils sont petits, mais même quand ils grandissent. Ce que chez nous, on a d'ailleurs, j'en profite pour le dire et que je sais aujourd'hui que c'est lié à notre posture éducative, au fait que cette éducation positive qu'on a réussi à mettre en place dans notre foyer depuis que notre aîné avait 12 ans et que maintenant il en a 22, presque 23, ça nous a réellement aidé à rester en lien avec nos enfants au cours de leurs années passées, y compris à l'adolescence et maintenant adulte, puisque il y a mon fils aîné donc, et puis la deuxième qui a 18 ans, les deux plus jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont encore 13 et 11 ans et on est très proches tous les six. Bref, donc tout ça pour vous dire que l'écoute, on le sait, c'est important. Cependant, il y a des obstacles à l'écoute. Il y a des situations dans lesquelles il est plus difficile d'écouter que d'autres. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet il y a un an à peu près qui s'appelait Écouter son enfant, donc vous pouvez vous y référer, sur lesquels je vous parle de deux obstacles principaux à l'écoute. Le premier, c'est le fait de vouloir solutionner, et le deuxième, celui sur lequel je me focalise de nouveau aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être d'accord. C'est celui que j'ai envie de creuser parce que je suis tombée il y a pas très longtemps sur une vidéo de Philippe Haïm. Vous avez peut-être entendu parler de lui dans le cadre du sommet du harcèlement scolaire, puisqu'il est intervenu dans la première édition du sommet du harcèlement scolaire et qu'il interviendra de nouveau dans la deuxième édition du sommet du harcèlement scolaire parce que j'aime beaucoup son approche de la question du harcèlement scolaire. Et Philippe Haïm a publié une vidéo qui s'appelle Accepter, ce n'est pas approuver. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et c'est exactement en lien avec ce que je vous dis, ce que je veux vous dire aujourd'hui. Accepter, ce n'est pas approuver, ou bien écouter, ce n'est pas être d'accord. C'est exactement ce que je veux transmettre. Et elle est là, la confusion. La confusion, c'est justement que parfois, quand on accepte, on pense qu'on est en train d'approuver. Or, quand on écoute quelqu'un, quelque part, on accepte ce qu'il nous dit. On accepte en tout cas ce qu'il vit. On accepte que c'est son point de vue. On accepte que ça fait partie de sa réalité. C'est vrai, quand on écoute quelqu'un, on accepte que ce qu'il nous dit, c'est sa réalité. En revanche, on n'est pas dans cette démarche implicite de dire que sa réalité, c'est la nôtre également. Ça, cette confusion-là, elle vient de notre monde qui est construit quand même pas mal sur des rapports de force, comme le dit d'ailleurs et le met en avant Thomas Dansbourg.
cette culture des rapports de force dont il parle, qui fait que finalement, on ne veut pas laisser dire un truc avec lequel on n'est pas d'accord. On a tendance à monter au créneau immédiatement quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. On a l'impression que si quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, il nous faut réagir, sinon implicitement, c'est qu'on valide ce qu'il est en train de dire, en fait, qu'on est en train d'approuver ce qu'il est en train de dire. Alors même que on peut tout à fait accepter que c'est sa réalité et que ce n'est pas la nôtre. Donc, quand je me mets à l'écoute de quelqu'un, je suis en train de me mettre à l'écoute de ce que cette personne vit. Ça ne veut pas dire je suis d'accord avec toi. Imaginons par exemple que je suis avec un ami, une amie qui me disent oh là là, j'ai tout foiré, ce que j'ai fait c'était complètement nul, etc. Et que ce soit pas du tout ce que je pense. Que moi je trouve que ce que cette personne a fait, c'était très bien. Eh bien, il y a deux solutions, il y a deux chemins à ce moment-là. Enfin, en vrai, il y a plusieurs chemins, il y en a plein. Mais pour caricaturer, je vais dire qu'il y en a deux. Le premier, c'est de nier complètement ce qu'elle dit pour lui dire ce que moi j'en pense, c'est-à-dire, ben non, t'as pas tout foiré, t'as réussi ça, regarde, ta. D'accord? Et ça, c'est aussi notre syndrome un peu du sauveur qui a envie de rassurer cet ami qui est dans une situation difficile. C'est une d'ailleurs un aussi des obstacles à l'écoute, hein. D'accord? Mais c'est aussi parce que on n'est juste pas d'accord et qu'on veut pas le laisser dire parce qu'on a l'impression que si on ne dit pas ça, on est en train de lui dire oui, c'est vrai, t'as tout foiré, alors que c'est pas ce qu'on pense, d'accord? Et le deuxième chemin, ce serait effectivement d'écouter ce qu'elle dit et de dire ah ouais, tu trouves que t'as tout foiré. Et ça va à l'encontre de ce qu'on ressent. On a l'impression que si on dit ça, voilà, c'est ce que je viens de dire, qu'on valide le fait qu'elle a tout foiré. Non, ce n'est pas la même chose. Et si on fait un pas en arrière, si on est un peu conscient de ce qui se joue à ce moment-là, j'entends bien l'intention qui est tout à fait louable de pas vouloir laisser notre ami dans une situation où il pense qu'il a tout foiré, surtout si c'est pas ce qu'on pense. Mais est-ce que on peut réellement croire une seconde qu'un ami qui nous dit oh là là c'est nul ce que j'ai fait, j'ai tout foiré et qu'on lui répond bah non c'est pas nul, il va tout simplement nous regarder et dire ah bah t'as raison c'est pas nul. Bien sûr que non. S'il vient avec ce point de vue-là que c'est nul et qu'il a tout foiré, on n'a aucune chance de le convaincre en n'étant pas du tout à son écoute. La meilleure méthode en réalité, et c'est là que c'est paradoxal, la meilleure méthode pour avoir une chance qu'il nous écoute, c'est en fait de commencer par l'écouter lui, d'être en lien avec lui. Donc, ce qu'on peut faire pour être à son écoute, c'est effectivement lui dire, ah ouais, t'as l'impression que t'as tout foiré? Tu dis quoi? C'est nul ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu trouves nul en fait? Ah, c'est ça, parce que t'aurais voulu que ce soit comment? Ah OK. Et du coup, tu avais essayé de faire ça et ça, t'as pas réussi? Ou alors ça a pas donné ce que tu voulais? OK. Et là, on est juste à l'écoute. On reformule ce qu'il nous dit, on fait preuve d'empathie. On dit, bah dis donc, je suis désolée que tu te sentes comme ça, par exemple. Et ça, c'est être à l'écoute. Ça ne nous empêche pas après, et là on en vient à la suite, dans un deuxième temps, on peut avoir éventuellement une ouverture pour dire ce que nous on en pense, ce pourquoi on n'est pas d'accord. Par exemple, on dit, bah ouais, OK, bah, je suis désolée d'entendre que tu te sentes comme ça et je peux comprendre, d'après ce que tu m'as expliqué, pourquoi tu le vois comme ça. Est-ce que je peux te dire comment moi je le vois? Et là, on peut lui expliquer, bah, tu vois, pour moi, ça, c'était complètement réussi, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ci, comme ça. Là, je vois que tu as prêté attention à tel détail, etc. Et là, que ce soit un ami ou notre enfant, vous m'avez vu venir, on a beaucoup plus de chances finalement de le convaincre. Ok. Et puis même si on ne le convainc pas, de toute façon, si on veut être en lien avec cette personne, l'écoute va de toute façon être la priorité. Ok. Euh, et donc, si, un autre exemple, mon fils me dit que il déteste quelque chose et que nous on trouve pas ça chouette qu'il le dise comme ça, imaginons même qu'il nous dise qu'il déteste quelqu'un, par exemple. Il nous dit non mais de toute façon, ce copain-là, je sais pas moi, par exemple le fils d'un de nos amis, on a invité des amis avec leurs enfants qui sont venus passer le dimanche. Et quand ils s'en vont, notre fils nous dit, non mais de toute façon, ce Mathieu là, je le déteste, il est complètement nul. On n'a pas envie qu'il parle comme ça. Et donc, on peut avoir ce premier élan de lui dire, bah non, il est pas nul, pourquoi tu dis ça, n'importe quoi. Enfin, alors peut-être pas n'importe quoi, peut-être que vous diriez pas ça à votre enfant, mais on peut avoir en tout cas cette envie de défendre la personne. Là encore, premier
réflexe à avoir, c'est juste d'écouter. On écoute, on accepte que ce soit la réalité de notre enfant, et le fait d'accepter ne veut pas dire qu'on approuve. On accepte que c'est son point de vue. Ah ouais, tu le trouves nul? Ah bon, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Là encore, on peut être curieux, on peut aller essayer de découvrir le monde de notre enfant, du moins ce qu'il vit à ce moment-là. Et puis après, on pourra lui donner notre opinion. C'est marrant parce que tu vois, moi je suis pas du tout d'accord. Bah, si vous l'êtes pas, évidemment, on reste honnête. Si vous êtes d'accord, ma foi, on peut en parler avec douceur, d'accord? Te dire, bah tu vois, je suis pas non plus complètement fan de quand il fait ça ou ça, et en même temps, j'ai pas trop envie de parler des gens comme ça en fait. Je me dis que peut-être qu'il n'était pas en forme aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va pas dans sa vie. Vous voyez, c'est encore autre chose. À vous d'adapter votre discours en fonction de la situation et de comment ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est de toute façon de commencer par accepter ce qui est dit. Et si on reprend la vidéo qui m'a inspiré ce podcast donc de Philippe Haïm, qui parle de plusieurs situations et en particulier dans les situations de thérapie, une des choses qu'il dit aussi, c'est que le fait d'accepter va permettre en fait de faire face. C'est parce qu'on accepte que ça existe qu'on va pouvoir faire face. Si on n'accepte pas, parce qu'on n'approuve pas, et bien dans ces cas-là, on bloque le truc et donc on ne sait pas comment faire face à la situation. Alors que si on accepte que ça existe, on va plus facilement faire face. Et quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait penser à un exemple tout bête de quand mon fils Léon était tout petit, il devait avoir, je sais pas, 4 5 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il avait peur du noir, comme beaucoup d'enfants. D'ailleurs, il a gardé la lumière dans sa chambre assez tard. Et il avait en particulier peur des monstres qui étaient sous son lit. Alors bien sûr, une des choses qu'on a tendance à faire en tant que parent, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de monstre, regarde, etc., et de rationaliser les choses. Et en fait, au moment où on s'est mis à écouter réellement quelles étaient ses peurs et comment et pourquoi, plutôt que de nier ses peurs, de dire qu'il fallait pas avoir peur parce qu'il n'y avait pas de monstre sous le lit, eh bien, on a pu chercher ensemble comment y faire face. On a réfléchi à alors qu'il le savait en fait, hein, qu'il n'y avait pas de monstre sous le lit, mais en même temps, il avait cette peur qui était un peu irrationnelle. Le fait de la valider, c'est-à-dire de l'écouter, de la recevoir, en ce sens-là, on la valide, ce qui ne veut pas dire qu'on l'approuve, eh bien, ça nous permet de savoir en fait ensemble comment y faire face. Et donc à ce moment-là, on a pu chercher ensemble des solutions. Et à l'époque, donc son lit il était un peu surélevé, il y avait un espace sous le lit, c'est pour ça que ça lui faisait peur. Et donc on avait imprimé sur papier une photo de Nicolas et moi, mon mari donc, et on avait scotché cette photo au pied d'un des lits parce que comme ça faisait en sorte que dans son esprit, on surveillait un petit peu les monstres qui étaient sous le lit et qu'ils oseraient plus sortir de sous le lit puisque nous on était là pour surveiller. Et ça lui a permis de s'endormir sans avoir peur. Donc vous voyez que c'est le fait d'accepter ce qui se passe dans son monde qui nous a permis d'y faire face ensemble. Et cette démarche-là, elle est vraiment importante. Voilà. Et ce principe, il peut s'appliquer, donc là on parle d'un enfant de 4 ans qui a peur du noir, mais c'est également vrai pour nos ados quand ils grandissent et nous partagent certaines situations. Si vous n'êtes pas dans l'écoute, ce qu'ils vont en conclure, c'est pas la peine que j'en parle à mes parents, de toute façon ils comprennent rien. Si vous êtes dans l'écoute, même sans approuver, alors vous serez en lien avec eux. Et, comme on le disait avant, paradoxalement, c'est peut-être à ce moment-là que vous aurez l'opportunité de leur dire également ce que vous en pensez. Et les deux vérités sont vraies, votre point de vue et le sien, parce que chacun a le droit à son point de vue. Et on s'ouvre plus facilement au point de vue de quelqu'un qui nous a écoutés. Mais pas forcément, il a aussi le droit de garder le sien. Voilà, j'espère que ce partage vous inspire. Je serais curieuse de savoir ce que ça peut changer pour vous d'entendre ça. Dites-le moi en commentaire sur l'article du blog et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt!